Bonjour, bienvenue à tous pour ce second Afterwork savant de la SSHA. Nous avons aujourd'hui une thématique qui est particulièrement pointue et que je vous laisserai présenter par le professeur Joël Cher, qui est notre président de conseil scientifique. Quant à moi, je suis Sylvie Rouher-Saporta et je voudrais vous dire juste un mot de la SSHA qui vous reçoit aujourd'hui. La SSHA est une ancienne société savante du début du XXe siècle, dont le principal objectif est de diffuser la connaissance sur tout ce qui est hygiène alimentaire au sens large du terme. Cela va de la promotion de la santé à l'étude de processus complexes de l'industrie agroalimentaire, mais aussi de la connaissance d'un certain nombre de pathologies de l'alimentation et bien sûr en passant par tout ce qui est sécurité des aliments. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, vous êtes là surtout pour écouter notre intervenante et je vous remercie de votre présence encore plus importante que lors du premier Afterwork. Bonjour à tous, donc bienvenue à ce deuxième Afterwork savant de la SSHA. Donc après un premier succès pour une première, il y a maintenant 3 mois, avec Monsieur Frémy sur les microalgues. Là, j'ai le plaisir aujourd'hui de présenter Claire Gayanic, qui est professeure à l'Université de Lorraine, plus spécifiquement à l'ENSAIA et puis au laboratoire d'ingénierie des biomolécules. Claire travaille sur un certain nombre de thématiques liées aux poudres alimentaires. Et Claire était également à l'Institut universitaire de France, prestigieuse institution en tant que professeur junior. Je lui laisse tout de suite la parole pour sa présentation. Merci. Je vais y aller. Merci, merci à tous pour votre présence. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler de bactéries lactiques et de comment, quand on va fabriquer un aliment qui contient ces bactéries lactiques, le procédé pour obtenir cet aliment et également la matrice. Donc la matrice, c'est un bien grand mot pour dire tout simplement l'aliment. Vont avoir leur importance pour que ces bactéries, elles soient viables et fonctionnelles quand elles arrivent sur leur cible, la cible qui est l'intestin. Hum. J'essaie juste de passer la slide. Ouais. Je vais voir si l'écran. Je peux aller là-bas, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais. Donc, avant de rentrer sur les deux grandes questions sur lesquelles on va échanger, je vais vous parler rapidement en 2 slides de ce que je fais moi à l'Université de Lorraine. Sur la structuration des aliments. Et après, on va aborder 2 questions. La première, c'est est-ce que l'adhésion est un paramètre clé qui peut impacter la distribution des bactéries dans une matrice alimentaire? Et le deuxième point est l'impact de la pression ou du stress au cours d'un procédé alimentaire sur ces bactéries. Est-ce que ça va pouvoir impacter également les bactéries? Donc, quels sont mes travaux à l'Université de Lorraine? Je travaille sur des agro-ressources qui sont principalement laitières, mais qui peuvent également venir de produits végétaux ou de produits de la mer. Donc ça, c'est d'autres personnes au laboratoire. Et ces agro-ressources, on va travailler autour de ce triptyque-là, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre les liens entre le procédé, la structure du produit ou de la poudre, vu qu'on travaille beaucoup sur les poudres, et les propriétés. Et bien sûr, l'objectif final, vous le voyez en bas, c'est d'obtenir des matrices, donc des aliments ou des poudres avec un design contrôlé. L'objectif, c'est d'avoir des propriétés ou des fonctionnalités spécifiques en fonction du type de produit,
ça peut être de la stabilité, des propriétés d'écoulement, des propriétés de réhydratation ou de nutrition. Donc, moi, les deux questions sur lesquelles je travaille au laboratoire, la première, c'est les liens entre les poudres alimentaires, leur structure et le procédé. Donc, c'est ce qu'on vient de voir là. Et la deuxième, je travaille sur les interactions adhésives entre les bactéries lactiques et les composants laitiers. Et c'est vraiment ça qui va faire l'objet de ma présentation aujourd'hui, vu que c'est plus en accord avec les attentes de la SSHA. Donc, la présentation que je vais faire aujourd'hui est fortement basée sur le travail de Faustine Gaumont. Donc là, vous voyez des références. Faustine Gaumont était une étudiante en thèse à moi qui a partagé son temps entre la France et les États-Unis, où elle a eu une bourse Fulbright. Et donc là, vous voyez un petit peu une réflexion qui a été publiée sur les avantages et les inconvénients pour 5 types d'aliments. Ces aliments, quand on va rajouter des bactéries lactiques à l'intérieur, quels peuvent être les intérêts. Donc, quand on travaille, par exemple, avec des produits laitiers dans lesquels on va mettre des bactéries lactiques, l'intérêt, c'est que ce sont des produits souvent riches en protéines ou en matières grasses, avec des propriétés tampons importantes. Le point négatif, ça peut être la concentration en oxygène ou, par exemple, le pH. Donc, il y a eu cette réflexion sur tout un tas d'aliments. Et aujourd'hui, donc on va voir 2 points en particulier. Tout d'abord, c'est en quoi les interactions adhésives dans un aliment, donc ce qu'on entend par interaction adhésive, c'est les interactions qu'il peut y avoir entre une bactérie d'intérêt lactique et un composant alimentaire comme une protéine, le sucre ou autre. Vont être d'importance au sein de l'aliment et vont bien sûr ensuite jouer sur la viabilité et la fonctionnalité de la bactérie. Donc, on part de ce constat-là. Ce que vous voyez sur la gauche, c'est des images de microscopie électronique à balayage avec 2 types de matrices, donc c'est 2 types d'aliments. Sur le haut, c'est une matrice qui contient des protéines sériques. Et sur le bas, c'est une matrice qui ne contient pas de protéines sériques. Donc, c'est juste un exemple pour vous montrer la complexité. Sur la gauche, vous voyez l'intérieur de la particule, donc l'intérieur de votre matrice. Et sur la droite, vous avez la surface. En bleu, vous voyez artificiellement colorées les bactéries. Donc, forcément, les bactéries n'apparaissent pas bleues par microscopie électronique à balayage. C'est artificiellement coloré. C'est juste pour qu'on les voit mieux. Et on voit clairement que pour un type de matrice, les bactéries vont être à l'intérieur des particules et on ne les voit pas à la surface. Pour un autre type de matrice, ces bactéries ne vont pas être à l'intérieur. Enfin, là, on en voit juste une qu'on n'a pas colorée, mais il y en a une. On ne les voit pas à l'intérieur, mais on va les voir à la surface. Donc, en gros, avec la même souche de bactéries, en fonction du type d'aliment, vous allez avoir une localisation qui peut être complètement différente dans votre aliment. Donc là, on a différentes matrices, une seule souche. Si là, on regarde l'inverse, cette fois-ci, on a exactement la même matrice, donc c'est la même composition d'aliments, mais 2 souches, donc L lab, c'est pour dire lactique acide bactéria, donc c'est la bactérie lactique. Donc là, on a 2 souches de bactéries lactiques différentes. On se rend compte que pour une même composition, on peut avoir des bactéries qui vont se répartir de façon homogène dans votre aliment. Et à l'inverse, des bactéries qui peuvent se regrouper entre elles et qui vont adhérer en fait entre elles. Donc la conclusion ici, c'est de dire qu'en fonction du type de matrice ou en fonction du type d'aliment, on va avoir une localisation complètement différente et que ça, forcément, ça peut avoir un impact après. L'aliment, il va être conservé, il va être stocké, il va être transporté, et puis également, il va subir après tout le tractus gastro-intestinal, et ce ne sera pas la même chose si la bactérie elle est à l'intérieur ou si elle est à la surface, par exemple. Donc, du coup, on en a conclu qu'il y avait le besoin, en tout cas moi j'en ai conclu, qu'il y avait le besoin de mieux connaître
ces interactions entre les bactéries lactiques et les composants alimentaires. Vu que nos bactéries lactiques, on veut qu'elles soient viables, fonctionnelles, accessibles, et que dans ce cas-là, l'aliment, on veut qu'il puisse protéger et améliorer la disponibilité de notre bactérie. Et la question, c'est est-ce que l'adhésion, donc les interactions adhésives entre nos bactéries et les composants laitiers principalement, mais composants alimentaires, sont d'importance. Pour revenir sur ces localisations préférentielles, vous pouvez voir ici une image de microscopie confocale. Donc en bleu, les globules gras, en vert, les bactéries. Et on voit clairement sur cette image que les bactéries ne sont pas localisées n'importe où. Elles se mettent autour de la membrane des globules gras de préférence. Donc là aussi, vous voyez que leur localisation, elle n'est pas aléatoire dans l'aliment. Donc pour étudier ces interactions, on a travaillé avec un microscope à force atomique, donc AFM en anglais. Rapidement, qu'est-ce qu'on a fait? On a déposé, donc là vous voyez les bactéries. On a déposé les bactéries sur un mica et on va sonder donc ces bactéries avec une pointe. La pointe, vous la voyez ici. Et sur cette pointe, on va greffer le composant laitier. C'est-à-dire que sur la pointe, on va mettre une protéine sérique, une alpha-lactalbumine, une bêta-lactoglobuline, de la BSA, des protéines de la membrane des globules gras. Et sur le mica, on va jouer sur différents types de bactéries lactiques. Et on va approcher tout doucement et mettre en contact notre composant laitier et la bactérie lactique. Et il va y avoir ou pas reconnaissance entre les deux entités ou pas. Et donc ça, on va être capable de le déterminer par microscopie à force atomique. Donc là, ça semble bien complexe, mais ce que vous voyez en vert, c'est une courbe d'approche. Donc la pointe va s'approcher de notre bactérie. Il va y avoir un contact entre la pointe et la bactérie. Et ensuite, on va retirer la pointe. Et c'est cette courbe de retrait qu'on va analyser. Et à travers cette courbe de retrait, on va être capable d'avoir des longueurs de rupture. Donc, on va être capable de vous dire sur quelle distance on a étiré les biomolécules à la surface de la bactérie, des forces de rupture maximale. Et en modélisant aussi cette courbe de retrait, on est capable de dire si c'est des interactions sucre-protéine, protéine-protéine. Donc, ça donne tout un tas d'informations. Donc, pour comprendre d'un point de vue un peu plus fondamental ce qu'il y a derrière, on a travaillé avec, pour commencer, avec des mutants. Donc, forcément, ces mutants, on ne veut pas les donner à ingérer, donc c'est juste pour comprendre. La souche que vous voyez ici, c'est Lactobacillus rhamnosus GG, c'est notre souche sauvage classique qui est commercialisée. Sur cette souche, on va avoir des EPS, des exopolysaccharides, donc c'est des sucres. On peut avoir donc des protéines et surtout des pili, des cheveux à la surface de la bactérie. Et on va travailler avec des mutants. Ces mutants, il leur manque un élément. Donc le premier, il va manquer les pili. Le deuxième, il manque la couche de sucre à la surface. Et le troisième, c'est un double mutant. Il lui manque les deux éléments, le pili et la couche de sucre. Il n'y a plus que quelques protéines de surface. Le fait de jouer sur ces mutants, ça va nous permettre de comprendre l'importance de chaque élément. En fait. Et on a bien sûr aussi... Hop. Ah, voilà. Et on a également testé des bactéries lactiques classiques d'après une publication, donc environ 70 bactéries lactiques. Du côté des composants étudiés, on a principalement étudié des composants laitiers, donc des caséines, des protéines solubles, des mélanges, des protéines également pures et des protéines issues de la membrane des globules. Donc voilà un exemple de résultat sur nos souches modèles.
Donc là, l'objectif, vraiment, c'était de comprendre. Donc, on a associé de la microscopie avec des résultats AFM que vous voyez en haut. Là, je vous montre deux exemples opposés. Au niveau de ici, ce que vous voyez, MRS médium, c'est vraiment notre milieu de culture classique, c'est notre témoin. Donc, on voit que la souche Rhamnosus sauvage, quand elle est dans le témoin, elle est répartie de façon homogène. Il en est de même pour l'autre souche. On va la mettre dans un milieu qui contient des protéines solubles. Vous voyez que le comportement change complètement. Dans un cas, la répartition reste homogène. Dans l'autre cas, on va avoir des flocs ou des agrégats. Et quand on regarde ce qui se passe intimement à l'intérieur entre les protéines et les bactéries, on voit que dans un cas, on va avoir de fortes interactions adhésives entre les protéines et les bactéries. Et on va même, ce que vous voyez là, de l'ordre de 200 nanomètres, ça veut dire qu'on va étirer quelque chose sur une distance de 200 nanomètres, c'est-à-dire 2 micromètres. Pour une bactérie, c'est énorme. Et clairement, ici, on étire le pilier, en fait. Les cheveux à la surface de la bactérie, on va les étirer et quand vous voyez des ruptures comme ça se débobine et ça se coupe. Ça se débobine et ça se coupe. Et dans l'autre cas, ça, c'est notre témoin sans pili. On ne voit pas, en fait, quelle image là, mais clairement, il y a un profil plat. Donc ici, on n'a aucune interaction entre les deux partenaires. Ils vont rentrer en contact et on va retirer sans aucune reconnaissance. Et on voit un lien. Donc nous, après, ce qu'on a voulu voir, c'est est-ce que ça se généralise sur plusieurs souches et surtout des souches naturelles et non... Ah, j'ai sauté un cran. Voilà. Donc là, on est sur deux autres souches de la souchothèque. On en a testé quand même plus de 70. L. aquaticus et L. sharpae. Et on se rend compte que même si parfois c'est moins marqué, donc on les voit de nouveau répartis de façon homogène, dans un cas, on a énormément de flocs et systématiquement des interactions adhésives. Et dans l'autre cas, alors on en voit parfois, mais on est quand même en général beaucoup mieux répartis. On a des profils plats, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interaction avec cette protéine. Ce que je vous montre là, c'est un travail extrêmement fastidieux. La microscopie à force atomique, il faut plusieurs semaines juste pour faire une analyse. Donc, on a développé au laboratoire une technique avec un robot. Je pense avoir mis l'image du robot, mais ce n'est pas grave, qui permet de screener cette fois-ci de grandes quantités, donc sur des microplaques. On va déposer le composant laitier d'intérêt, donc la protéine, des éléments de la membrane. On va enlever le composant, laver, bloquer les sites. On va ensuite rajouter la bactérie. On va enlever l'excédent de bactéries, mettre du milieu de culture. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation entre la vitesse à laquelle la croissance de ces bactéries allait reprendre et les propriétés d'adhésion entre la souche et le composant. Parce que forcément, s'il y a beaucoup d'adhésion, il y a plus de bactéries. Donc, on a des profils qui vont repartir plus vite. Alors, ce n'est pas aussi précis que la microscopie à force atomique, mais quand on veut screener des centaines de souches et des dizaines de composants alimentaires, ça nous permet d'avoir une vue un petit peu générale et de classer nos souches en 3 grands paquets d'interactions adhésives ou pas avec différents composés alimentaires et du coup d'avoir derrière une idée de où elles peuvent se localiser si on utilise ces matrices-là. Donc voilà sur le premier volet, sur l'importance des interactions adhésives dans l'aliment. Le deuxième volet, il est plus en lien avec les procédés. Quand vous allez fabriquer une poudre ou homogénéiser un lait, forcément, il va y avoir de la pression et vos bactéries, comment elles vont réagir dans ces conditions-là. Donc là, pareil, c'est juste un exemple pour illustrer. Donc les images du haut, elles ne viennent pas de moi, vous avez la référence.
Donc là, c'est un procédé de séchage par atomisation qui permet d'obtenir des poudres, mais aussi qui est utilisé pour les bactéries, pour utiliser des ferments derrière, hein, lyophilisés non, ici atomisés. On voit par exemple sur ces images qu'on a avant des pili intègres et qu'après, il n'y a plus de pili, par exemple. Or, dans l'exemple juste avant, je vous explique que c'est ces pili qui vont interagir avec certains composants alimentaires. Et nous, ça, c'est des images très classiques, juste de microscopie optique. Regardez LGG juste avant, on a des chaînettes de 10-20 bactéries. Et après passage par atomisation, on retrouve des chaînettes juste de 2 ou 3 bactéries. Est-ce que les bactéries vont être toujours viables? A priori, oui. Vu qu'on les retrouve, on arrive à les compter. Mais fonctionnelles, elles n'ont plus leur pili peut-être. Au lieu d'avoir une chaînette de 20, on a une chaînette de 2. Donc voilà les points auxquels on s'est intéressé. Donc, on a essayé de quantifier ça. Par exemple, avant le procédé par atomisation, donc vous voyez qu'il y a des longues chaînes, on a principalement des bactéries qui sont sous des chaînettes de plus de 10 bactéries. Si on fait un procédé par atomisation avec un seul passage, donc avec une pression relativement contrôlée, là, vous voyez que systématiquement, on va avoir une coupure dans les chaînes. Au lieu d'avoir des longues chaînettes de 10 bactéries, on passe plus sur 2 ou 4. Et si cette pression, elle est plus forte, ce qui peut se rencontrer dans certaines conduites, réacteurs ou autres, on va passer de 2-4 à juste des bactéries isolées, voire des bactéries par 2. Donc clairement, le stress et l'atomisation ici va modifier l'organisation des chaînes de ces bactéries. Donc elles vont être toujours viables, mais après, une fois mis dans l'aliment, qu'est-ce qui se passe? Donc on a de nouveau travaillé avec nos mutants pour mieux comprendre. Donc je vous les ai réimagés pour qu'on voit bien. Donc, on a toujours la souche sauvage équipée de tout son matériel de surface et puis les trois mutants derrière. Et, on leur a fait subir le stress que vous avez vu juste avant. Et on a regardé du point de vue des interactions adhésives avec un composant qu'on savait qu'il allait y avoir une interaction. La perte en fait de fonctionnalité, donc de capacité d'adhésion. Sur la souche sauvage, par exemple, on a une perte de 15%, ce qui n'est pas énorme, de 20% sur cette souche-là. La plus intéressante, c'est celle-là, et en soi, c'est relativement logique. Le pili a de fortes propriétés adhésives. Quand il se retrouve dépourvu de la couche d'exopolysaccharides, il va être arraché beaucoup plus facilement. Donc, sur ce type de souche, on se retrouve avec des pertes très importantes. Et voilà, donc des résultats variables, mais dans tous les cas, pour un procédé d'atomisation classique, une modification claire de la surface des bactéries. Voilà, comme ça j'avance. Du coup, forcément, ces résultats-là que je vous montre, ça laisse plein de questions encore en suspens, que j'ai voulu essayer de résumer. Le premier point, c'est que ça, c'est prouvé. Donc, moi, je suis ni microbiologiste, je suis physico-chimiste. Mais c'est aussi prouvé par nos médecins que la consommation de bactéries lactiques via des aliments vont entraîner des bénéfices à l'hôte. C'est notamment prouvé pour les 2 bactéries du yaourt. Derrière, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. La structuration de l'aliment qui va contenir ces bactéries,
c'est quand même extrêmement complexe. Et qu'est-ce qui va se passer suite à tout ça? Donc, il y a du procédé, il va y avoir de la pression, de l'agitation. Vous allez avoir des matrices, donc des compositions différentes. Vous avez des souches qui sont différentes et en fonction de la matrice, ça complexifie encore plus. Vous allez avoir un aliment, notamment une poudre, ça va être stocké sur une longue durée. Ça va être transporté. Et donc, toutes ces étapes-là, avant que l'aliment soit consommé, souvent, on les oublie. Il va y avoir beaucoup d'études au niveau gastro-intestinal, extrêmement fines et poussées. Mais il y a eu quand même toute une vie avant qu'il ne faut pas forcément négliger. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que clairement, l'adhésion bactérienne, elle est... j'ai plus le mot en français, elle va dépendre des protéines de surface et notamment des pili. Donc ça, c'est connu pour l'adhésion intestinale. Il y a énormément d'études là-dessus, mais du coup, c'est également vrai dans l'aliment. Donc ces mêmes protéines de surface à la surface de la bactérie qui vont avoir leur importance au niveau intestinal, elles ont aussi leur importance dans la structuration de votre aliment avant. Et que, pareil, ces protéines de surface, elles peuvent être perdues lors de la digestion, mais elles peuvent être aussi perdues ou altérées lors de la fabrication de votre produit. Dans les cuves, dans les tuyaux, lors de l'atomisation, si votre produit il est congelé. Bon, bref, il y a tout un tas de procédés qui entrent en jeu avant. Donc ça, j'en ai parlé. Et le point sur lequel je n'ai pas trop insisté, parce qu'il y a encore beaucoup de questions là-dessus, mais c'était l'objet du séjour de Faustine aux États-Unis avec la bourse Fulbright. Elle est partie à New York et à l'université de Madison pour comprendre comment les chaînes de bactéries se cassaient. Et en fait, lié au stress, c'est pas du tout fait de façon aléatoire. Et il y a des interrogations sur le fait que c'est peut-être un mécanisme en fait de protection, parce qu'on se rend compte que quand on prend une longue chaîne de bactéries, les bactéries aux extrémités, c'est celles qui vont être le plus impactées à leur surface et le plus abîmées. Et en fait, quand elles se coupent, du coup, il va y avoir moins de pression et moins de force. Donc, il y a toute une réflexion derrière à se dire, en fait, c'est peut-être un mécanisme de protection et c'est peut-être pas plus mal. Bon, bref, il y a toute une ouverture là-dessus. Voilà. Et voilà, donc ça, c'est les questions qui restent en suspens. Au final, est-ce que le fait de couper ces chaînes de bactéries, c'est problématique? Moi, je ne suis pas capable de répondre, peut-être pas, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis, définir, ça on s'en est rendu compte quand on a fait la revue, avec la première figure sur les différents aliments. Si vous me demandez de définir une matrice idéale, c'est super compliqué parce que quand on fait de la bibliographie et qu'on récupère les données de tous les chercheurs, il y a énormément de données, mais les souches sont différentes, les matrices sont différentes, les conditions sont différentes. Donc, on arrive à faire quelques généralités, c'est ce qu'on a essayé de faire sur la figure, mais ça reste quand même extrêmement complexe. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas vu le timing, mais je m'arrête là. Merci, merci. On va passer aux questions. Donc, on va commencer déjà par les questions de la salle et puis après, on continuera sur les questions des personnes qui sont en visio. Qui est-ce qui vous pose la première question? Pas de questions très pointues, mais une question au contraire de vulgarisation. Quel est l'usage pratique ensuite de toutes ces propriétés? Comment ça impacte finalement l'utilisation de ces lactobactéries dans nos aliments ou pour l'instant, on n'est pas à se dire
je veux que mes bactéries soient éventuellement protégées quand elles arrivent au niveau de l'estomac. Dans ce cas-là, je veux qu'elles soient plutôt au cœur de ma matrice et du coup, je vais utiliser tel type de matrice. Mais l'objectif, nous, à terme, c'est peut-être ça. C'est de classifier en grands groupes, de dire les bactéries qui ont peut-être tel type de pili vont avoir plus d'interactions adhésives avec tel type de protéines. Dans ce cas-là, si vous les formulez avec ces protéines-là, vous avez des chances de mieux les protéger. Voilà, l'objectif derrière, c'est d'aller jusque-là. Mais pour l'instant, non. L'industriel qui va fabriquer du fromage ou un yaourt ou de la choucroute ou je ne sais quoi, il n'en est pas à se dire où va aller ma bactérie. Et pourtant, elles vont pas n'importe où et elles se positionnent pas au hasard dans la matrice. Merci. Merci. Deux petites questions. La première, c'est concernant votre méthode rapide pour les problèmes Oui. d'adhésion. Vous avez la figure, vous pouvez la passer ou Oui. Ah non, non. Oh, ben ça y est. Alors. Voilà, hop, Oui, 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 c'est ça. Alors, ce que vous regardez, c'est ce que j'appellerais un espèce de temps de latence, ou parce que vous n'avez pas une vitesse. Ah, alors attendez. Troisième. Ouais, je pense que je l'ai dans les annexes. Donc ça a été développé avec l'équipe de microbiologie au laboratoire. Voilà, donc on a des sortes de puits comme ça. Ouais. Hop, dans lesquels on va déposer notre protéine ou notre composé alimentaire. Vous avez le robot qui est utilisé par l'équipe de microbiologistes. Donc, on va laisser un certain temps pour qu'il y ait une immobilisation. On va enlever le surplus et rajouter un agent bloquant pour bloquer les sites. Voilà. On va ensuite laver, rajouter les bactéries. Pareil, laisser un temps de latence. Laver, rajouter le milieu de culture. Hop. Et donc là, voilà. Qu'est-ce que vous quantifiez sur cette courbe là? Hop. On détermine, on met une feuille, ouais, et on détermine un temps. Ouais. Et on s'est rendu compte, parce qu'en fait, on ne l'a pas sorti de sous le chapeau pour voir qu'est-ce que j'ai après. On s'est rendu compte qu'en fait, ça, quand on le couple au résultat AFM, en fait, on a réussi à faire une corrélation. Alors, c'est pas fin, hein, c'est plutôt grossier, mais classé en 3 paquets comme ça, pour faire du screening, on y arrive. Après, on ne peut pas tout avoir. Là, c'est une méthode rapide. Voilà. Si après, on va aller creuser, on peut creuser par AFM. Deuxième question, quand on va y voir de plus près, vous montrez peut-être une figure qui montre... Par AFM? Oui. Ouais. Le détachement. Ah oui, alors attendez, on va revenir là, ouais, ici. Voilà. Ma question, c'est que vous arrivez au contact, en fait. Oui. D'accord. Et ce dont vous mesurez le détachement, donc qui adhère, ou plus ou moins, est-ce qu'en termes de comportement, est-ce qu'on peut analyser ça comme des propriétés type PSA, Pressure Sensitive Adhesion? C'est-à-dire, parce que là, vous arrivez au contact. Oui. Et ensuite, vous écartez. Et est-ce que ces micro-matériaux dont on mesure l'adhésion, est-ce qu'ils se comportent comme des matériaux type PSA, c'est-à-dire Pressure Sensitive Adhesive? Je pense pas. Est-ce que puisqu'il y a un contact? Ouais. Moi, Non. j'ai travaillé sur des matériaux alimentaires, sur des problèmes d'adhésion. Ouais. Et bon, les matériaux alimentaires sur lesquels j'ai travaillé, évidemment, ils font partie des matériaux type PSA. Alors nous, des adhésifs sensibles à la pression. Ouais, donc non, nous, on va vraiment avoir ce qu'on appelle une reconnaissance moléculaire. Donc, on va vraiment avoir et plus qu'un contact. Parce que pour certains composés et bactéries, on va aussi avoir un contact, mais pas de reconnaissance.
Dans tous les cas, on a un contact. Oui. Et Euh, ensuite, vous aurez des forces de retrait. voilà. Ouais. Mais parfois, il n'y a pas de force de retrait. Donc ça veut dire qu'il y a bien un contact, C'est ça. mais pas de reconnaissance. Ça, j'ai compris. En fait, vous vous intéressez à deux choses. Reconnaissance ou pas, et ensuite, la force de retrait elle-même. Exactement, Et ouais. est-ce que quand on regarde la force de retrait uniquement, est-ce qu'on peut considérer que c'est du matériau type PSA? Je ne suis pas capable de vous répondre. Il faudrait demander. Parce que, ouais, vous avez Ouais. une force de retrait qui est plus ou moins importante. Ouais. Faudrait demander à la responsable. Enfin, on a une personne qui fait que de la FM au laboratoire. Parce que je suis pas du tout, j'ai aucune compétence en RFM, je sais ce que c'est bien, non, mais voilà, je me demande si quand on regarde le matériau adhésif, est-ce que c'est un matériau qui a des propriétés type PSA? Ok. Parce que les forces de contact peuvent jouer un rôle Oui. dans les phénomènes d'adhésion. Mm. Et même si c'est quelque chose de type PSA, ça joue un rôle. Voilà, c'est ça ma question. Ça va pas de... Non. Voilà. Merci. Oui. Je me pose une question, ce serait plutôt la suite, si je puis dire. Là, vous avez montré ces problèmes d'adhésion, de répartition des bactéries lactiques à l'intérieur des corps, des chaînes actrices. Mais est-ce que derrière, vous avez commencé à envisager l'effet sur l'utilisation physiologique, par exemple au cours du phénomène de digestion, ce qui se passe à l'intérieur de l'estomac, de l'intestin, etc. Est-ce que ça a un impact dessus ou est-ce que la physiologie même de nos organes annihile, si je puis dire, ces éléments de positionnement à l'intérieur ou à la surface des aliments? Oui, alors nous, clairement, au laboratoire, on est des physico-chimistes ou des microbiologistes de l'aliment. On a des biochimistes aussi. L'étape d'après, c'est plus du ressort des médecins, voire de labos spécialisés. Donc, nous, sur Nancy, on a un laboratoire, par exemple, qui s'appelle l'URAFPA, et qui va être capable de travailler sur des cellules CACO, des HT24 aussi. Et effectivement, on est passé donc, sur culture cellulaire en partenariat avec eux. Donc, on est capable de regarder si ces bactéries, ensuite, elles sont capables d'adhérer sur des cellules CACO ou des cellules mimant l'intestin. Donc, on est allé après plus loin. Mais ça, du coup, c'est en partenariat avec un autre laboratoire. Autrement dit, un jour, une firme comme Danone, quand elle vend ses yaourts Bifidus, pourra éventuellement jouer sur la composition du yaourt pour avoir un effet thérapeutique plus ou moins important. Voilà, et puis peut-être du coup pour mettre moins de bactéries lactiques ou je ne sais quoi, oui. Surtout que la réglementation a changé sur ces produits. Avant, parce qu'il faisait beaucoup de publicité sur ces produits, et maintenant il faut montrer qu'il y a une efficacité, une vraie efficacité. Des allégations. Oui, c'est ça. Donc, Au-delà de la publicité. Voilà, oui, tout à fait. Ouais. Donc c'est important, ces type de travaux est quand même relativement important au niveau industriel, puisque donc ça permet de montrer qu'il pourrait y avoir au moins ou plus d'effets en fonction de la matrice, en fonction de la concentration en bactéries lactiques, etc. Et puis c'est vrai que les industriels, il y a deux volets. Il y a le fait que la bactérie doit être viable, donc ça c'est très facile à voir. Est-ce qu'elle est toujours vivante? Donc eux, ça, ils vont dire, tant de bactéries vivantes. Mais derrière, nous, il y a la notion de fonctionnalité, viable et fonctionnelle. Donc elle peut être vivante, mais on a vu, si elle a plus ses protéines de surface, elle est, à cause du procédé ou tout un tas de raisons, elle est plus capable d'adhérer, elle est plus fonctionnelle. Donc ça, c'est tout un pan aussi qui s'ouvre et qui mérite d'être investigué. Donc, bon, merci, on vous remercie. Il y avait 28 personnes tout à l'heure de connectées. 29. Donc, merci beaucoup, Claire, d'être venue dans les locaux de la SSHA nous présenter. Et puis, on aura peut-être l'occasion de te revoir sur d'autres aspects, plutôt au niveau des poudres, dans quelques temps, quelques mois. Donc, sur d'autres aspects. Merci beaucoup. Merci aux personnes qui ont assisté. Et la prochaine date? Et donc, la prochaine date, donc, elle sera le 14 novembre et on s'intéressera au microbiote des sports.
Voilà, donc ça sera à partir de 17h30. On va être au plus près donc, de l'afterwork. Vous ayez le temps de rentrer chez vous, ou alors si vous n'êtes pas encore parti. Donc voilà, c'est pour les personnes qui sont présentes donc, le 14 novembre, 17h30. Un spécialiste du domaine. Un médecin du sport. Voilà. Médecin du sport. Voilà, pareil, selon la même formule, donc 30 minutes de présentation et puis 30 minutes de questions. Donc, on vous donnera bien sûr des informations sur le site de la SSHA. Merci tous, donc on vous donne rendez-vous pour le 3e Afterwork. On réglera les petits problèmes techniques qu'on a pu avoir encore aujourd'hui, mais la 3e, ça va être parfait. Oh, ça a l'air Merci beaucoup à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.